Je suis Gabriel, 32 ans, et après avoir refusé de rembourser l'hypothèque de mes parents, ils ont raconté à toute la famille que j'avais volé l'argent de Papy Louis. L'odeur de la dinde rôtie et de la farce au pain de maïs flottait lourdement dans l'air chez tante Claire. 30 de mes proches étaient entassés dans le salon, assis côte à côte à 3 longues tables pliantes rapprochées. C'était censé être un jour de gratitude, mais la tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau à découper. Je m'assis tranquillement au bout de la table, sirotant un verre de thé glacé. Tout le monde évitait mon regard. Mes cousins regardaient leurs assiettes. Mes tantes chuchotaient derrière leurs serviettes. Ils avaient tous entendu les rumeurs. Ils avaient tous choisi un camp. Mon père, Antoine, était assis en bout de table. Il portait un blazer bleu marine impeccable, habillé pour un homme qui portait habituellement de vieilles flanelles pendant les vacances. Ma mère, Sylvie, était assise juste à côté de lui, les mains jointes, les yeux déjà brillants de larmes fraîches et calculées. Elle savait toujours exactement quand déclencher les larmes. Nous étions à 20 minutes du repas quand mon père tapota son couteau contre son verre d'eau. La pièce devint silencieuse. Le faible murmure du match de football diffusé à la télévision dans le salon parut soudain incroyablement fort. Il se leva lentement, posa ses 2 mains sur la table et regarda autour de la pièce comme un juge sur le point de prononcer une sentence. Avant de faire le tour de la table et de dire ce pourquoi nous sommes reconnaissants, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle à manger, je dois aborder quelque chose qui pèse lourdement sur cette famille. Mon pouls martelait dans mes oreilles, mais je gardais mon visage complètement impassible. Je ne bougeais pas un muscle. Je le regardais simplement. Il baissa les yeux vers ma mère. Elle tamponna ses yeux avec un mouchoir, juste à temps. La plupart d'entre vous ont entendu les rumeurs, poursuivit mon père, sa voix prenant un ton théâtral et sombre. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire publiquement. Croyez-moi, Sylvie et moi avons essayé de gérer cela en privé, mais notre fils ne nous a laissé aucun choix. Quelques proches se sont agités inconfortablement sur leur siège. Oncle Marc posa sa fourchette avec un bruit métallique. Après le décès de mon père, nous avons découvert qu'une somme d'argent importante manquait à ses comptes. Nous avons enquêté. Nous avons remonté la trace. Et les preuves désignent une personne dans cette pièce. Il tourna la tête et croisa mon regard. 30 paires d'yeux suivirent instantanément son regard. Notre fils Gabriel est un voleur, annonça-t-il. Sa voix ne trembla pas. Et nous avons des preuves. Tante Claire halta. Mon jeune cousin Thomas me fixa, les yeux écarquillés. Les pleurs de ma mère s'amplifièrent, parfaitement ajustés pour susciter un maximum de sympathie. Mon père se tenait au-dessus de moi, s'attendant à ce que je m'effondre. Il s'attendait à ce que je crie, que je le nie, que je sorte de la maison avec honte. C'était son scénario. Au lieu de cela, je joignis mes mains sur la table et le regardai droit dans les yeux. Il tendit la main dans la poche intérieure de son blazer et en sortit une enveloppe blanche impeccable. Il fit lentement le tour de la table, la brandissant devant tout le monde jusqu'à ce qu'il se tienne juste à côté de ma chaise. Il la claqua sur la table juste devant mon assiette. Ceci est une convocation au tribunal, dit-il assez fort pour que les enfants dans l'autre pièce l'entendent. Nous vous poursuivons pour le retour de l'héritage de votre grand-père. Je regardais l'enveloppe. Je ne la touchais pas. Je laissais le silence s'étirer un long moment angoissant. Puis je souris. Je tendis la main sous ma chaise, sortis ma propre épaisse enveloppe Kraft de mon sac en cuir, et la posai doucement sur la table juste à côté de la sienne. Drôle, dis-je, ma voix ferme et froide. Moi aussi. Mais pour comprendre comment je me suis retrouvé assis à une table de Thanksgiving, prêt à détruire mes propres parents, je dois vous ramener. Je dois vous ramener 10 ans en arrière, au jour où j'ai signé ma vie. Il y a 10 ans, j'avais 22 ans, je venais de sortir de l'école d'infirmier et je travaillais à mon tout premier emploi à l'hôpital du comté. Je faisais des quarts de nuit éreintants de 12 heures, gagnant à peine de quoi couvrir mon loyer, mon assurance auto et la montagne de prêts étudiants qui me menaçaient déjà. Je vivais de café bon marché et de dîners surgelés. Mais j'étais fier. J'étais enfin indépendant. Puis, un dimanche soir pluvieux, mon père appela. Il me dit que je devais venir à la maison tout de suite. Ça semblait urgent. Quand je franchis la porte d'entrée, je trouvais mes parents assis à la table de la cuisine. La lumière du plafond projetait des ombres dures sur leurs visages.
Une pile épaisse de documents était posée au centre de la table. Les yeux de ma mère étaient injectés de sang. « Nous avons besoin de ton aide, Gabriel, » dit mon père en me poussant les papiers. « Juste ta signature. La banque a besoin d'un co-signataire pour l'hypothèque. C'est strictement temporaire. 6 mois, peut-être moins. Ensuite, je refinancerai la maison et ton nom sera retiré. » J'hésitais. Je ne savais rien des hypothèques ou de l'immobilier. « Papa, je ne sais pas. » Ma mère tendit la main sur la table et me saisit la main. Ses larmes commencèrent à couler instantanément. « Nous pourrions perdre la maison, Gabriel. Où irons-nous? Ils nous mettront à la rue. » J'avais 22 ans. C'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé, nourri, m'avaient donné un toit. Je pensais que c'était juste ce que les familles faisaient les unes pour les autres. On intervient quand les choses deviennent difficiles. Alors, j'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée. 6 mois se sont transformés en 1 an. 1 an s'est transformé en 5 ans. 5 ans se sont transformés en 1 décennie. Chaque fois que j'abordais le sujet, la conversation se déroulait exactement de la même manière. Je demandais quand il refinancerait. Mon père devenait immédiatement défensif, affirmant que son crédit n'était pas encore tout à fait là, me demandant si je voulais les voir sans abri. Ma mère commençait à pleurer. La culpabilisation était une machine bien huilée. Mais voici ce que cette signature m'a réellement coûté. J'étais essentiellement paralysé financièrement. Je ne pouvais pas obtenir mon propre prêt immobilier pour acheter une première maison. Je ne pouvais même pas obtenir un prêt automobile décent sans être frappé par un taux d'intérêt prédateur brutal. Mon score de crédit oscillait sauvagement entre 580 et 620. Pourquoi? Parce que mon père était constamment en retard sur les paiements hypothécaires. Parfois, il avait 30 jours de retard. Parfois, il avait 60 jours de retard. Et il ne me l'a jamais dit. Je ne le découvrais que lorsque je recevais une alerte de suivi de crédit sur mon téléphone à 2 heures du matin pendant que je faisais ma tournée à l'hôpital. Je me souviens d'être resté debout dans le couloir stérile du service de cardiologie, fixant une notification indiquant que mon score avait chuté de 40 points du jour au lendemain à cause de 2 avis de retard de 60 jours dont je ne savais absolument rien. Je l'ai appelé le lendemain matin, furieux et épuisé. « Papa, qu'est-ce que c'est? Tu as manqué de paiement. » Il a juste balayé la chose, sa voix complètement indifférente. « Les choses étaient serrées ce mois-ci, Gabriel. Ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupé. » Il s'en était occupé. Il s'en était occupé en détruisant mon nom et mon avenir financier pendant qu'il dormait paisiblement dans la maison que je maintenais légalement à flot. Pendant 10 ans, j'ai porté leur dette comme une chaîne autour de ma cheville, pensant que mon endurance était la même chose que l'amour. J'étais un imbécile. Mon grand-père, Papy Louis, est décédé un mardi de mars. Il avait 84 ans. Pneumonie, a dit le médecin, la fin fut rapide. J'ai reçu l'appel alors que je terminais un quart de travail. Je suis resté dans ma voiture sur le parking de l'hôpital pendant 20 minutes, fixant simplement le volant, laissant les larmes couler. Papy Louis était l'homme qui m'avait vraiment élevé. Il m'avait appris à pêcher au lac, à conduire son vieux camion Chevrolet délabré sur les chemins de terre derrière sa propriété. Quand j'ai été accepté à l'école d'infirmière, il était le seul qui semblait réellement fier, me glissant un billet de $50 et me disant que j'allais faire de grandes choses. Les funérailles ont eu lieu dans notre petite ville natale, un endroit où tout le monde connaît les affaires de tout le monde, leur nom de jeune fille et leur registre de présence à l'église. Il a plu toute la journée, une bruine froide et misérable qui a trempé ma veste de costume. Pendant le service, mon père s'est tenu à l'avant de la chapelle pour prononcer l'éloge funèbre. Il serrait le pupitre en bois, ses jointures blanches. Il a parlé de l'homme formidable qu'était mon grand-père, à quel point il lui manquerait. Sa voix s'est brisée au bon moment. Il a sorti un mouchoir de sa poche et s'est essuyé les yeux. Pour le reste de la congrégation, cela ressemblait au chagrin déchirant d'un fils dévoué, mais j'avais vécu avec Antoine toute ma vie. Je connaissais la différence entre ses vraies émotions et ses performances. Ses yeux étaient complètement secs derrière ce mouchoir. Après l'enterrement, nous nous sommes rassemblés dans le couloir de l'église. Juste moi, mon père, ma mère et quelques proches. Mon père a ajusté sa cravate, s'est raclé la gorge et nous a regardés. « Papa m'a tout laissé », a-t-il dit, sa voix douce et rodée.
La maison, les comptes d'épargne, la terre, tout. C'était son dernier souhait. Personne ne l'a interrogé. Dans notre famille, personne n'interrogeait jamais Antoine. Je n'ai presque pas non plus, mais quelque chose dans sa façon de le dire m'a semblé étrange. C'était trop rapide, trop répété, comme s'il avait pratiqué cette phrase exacte devant le miroir pendant des semaines. Pendant les 3 dernières années de sa vie, mon grand-père et moi nous étions éloignés. J'avais essayé de l'appeler, mais il n'avait jamais répondu. Je lui avais envoyé des cartes d'anniversaire, des lettres, des photos de mon travail à l'hôpital. Rien n'était jamais revenu. Juste un silence complet. Je m'étais dit qu'il vieillissait. Peut-être que son esprit s'altérait. Peut-être qu'il était en colère à propos de quelque chose que je ne pouvais pas me souvenir avoir fait. Cela faisait mal, mais je l'avais accepté. Maintenant, debout dans ce couloir d'église froid, regardant la satisfaction arrogante à peine cachée sur le visage de mon père. Une terrible pensée prit racine dans mon esprit. Papy Louis m'aimait. Il aimait tous ses petits-enfants. Pourquoi aurait-il laissé tout son héritage? Tout ce pourquoi il avait travaillé toute sa vie uniquement à son fils avec qui il se disputait constamment. Je n'ai rien dit ce jour-là. J'ai juste hoché la tête et suis retourné à mon appartement. Mais la graine du doute était plantée et elle poussait vite. 2 semaines après avoir enterré Papy Louis, je suis allé chez mes parents. C'était le moment. J'avais passé 10 ans à être le fils gentil et silencieux, mais j'en avais fini. Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé mon père assis à table, lisant le journal avec une tasse de café noir. Je me suis assis en face de lui. Papa, j'ai besoin que mon nom soit retiré de l'hypothèque. J'ai besoin que ce soit fait cette année. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste déclaré cela comme un fait dur et indéniable. Mon père a baissé son journal. Sa mâchoire s'est instantanément tendue. Ce n'est pas le moment, Gabriel. Je viens d'enterrer mon père. Donne-moi un peu de respect. Je sais et je suis désolé, ai-je dit, tenant bon. Mais ça fait 10 ans. 10 ans que mon crédit est pris en otage. 10 ans de retard de paiement. Je veux acheter ma propre maison. J'ai besoin de me retirer de ce prêt. Il laissa échapper un rire moqueur et aigu. Tu veux que je refinance maintenant? Avec quel crédit? Tu penses que les banques font la queue pour donner une nouvelle hypothèque à un homme de 61 ans? Alors vendez la maison, dis-je platement. Réduisez la taille. Déménagez dans un appartement. Je me fiche de la façon dont vous le faites, mais j'ai besoin de partir. Il se leva si vite que sa chaise racla violemment le sol en linoléum. Son visage devint d'un rouge dangereux. Les veines de son cou se gonflèrent. Il se pencha sur la table, pointant un doigt épais vers mon visage. Tu veux parler d'avocat, cracha-t-il, bien que je n'ai pas du tout mentionné d'avocat. Tu veux poursuivre tes propres parents? C'est ça? Vas-y, Gabriel. Vois ce que ça donne. Vois comment toute la famille te traitera quand elle découvrira que tu essaies de jeter ta mère et ton père à la rue juste après la mort de ton grand-père. Je ne bronchais pas. Je le regardais simplement, réalisant pour la première fois qu'il n'y avait pas d'amour dans ses yeux, seulement du contrôle. Il ne me voyait pas comme un fils. Il me voyait comme une utilité financière. Je n'essaie pas de vous jeter dehors, dis-je doucement. J'essaie de commencer ma propre vie. Tu es ingrat, grogna-t-il. Après tout ce que nous avons fait pour toi, sors de ma maison. Je suis rentré chez moi, mes mains tremblant sur le volant. Je savais ce qui allait arriver ensuite. Mon père était un maître manipulateur. Si je le poussais, il ne se contenterait pas de se défendre. Il détruirait tout sur son passage. Il retournerait toute la famille contre moi pour protéger sa propre image. Plus tard cette nuit-là, j'étais assis sur mon canapé, faisant les calculs dans ma tête. S'il arrêtait complètement de payer l'hypothèque par dépit, ce qu'il était absolument assez vindicatif pour faire, la banque viendrait me chercher. Pour une saisie, mon score de crédit ne chuterait pas seulement. Il s'effondrerait. Cela détruirait ma vie. L'hôpital où je travaillais effectuait des vérifications d'antécédents financiers de routine pour les postes de promotion. Une saisie pourrait signaler un examen. Je pourrais perdre ma chance d'avancer dans ma carrière. J'étais acculé, complètement piégé. Ou du moins, c'est ce que je pensais.
Je n'arrivais pas à dormir. Il était 3 heures du matin, le genre de nuit profonde et silencieuse où vos pensées crient le plus fort. J'étais assis à mon petit îlot de cuisine, éclairé uniquement par la lueur bleue et dure de l'écran de mon ordinateur portable. J'ai décidé de me connecter au portail du compte hypothécaire. J'avais toujours les identifiants de connexion d'il y a des années, lorsque mon père m'avait demandé de configurer les paiements en ligne pour lui parce qu'il ne comprenait pas comment le site web fonctionnait. Je n'avais pas regardé les détails réels du compte depuis plus d'1 an, préférant simplement ignorer l'anxiété que cela me causait. J'ai tapé le mot de passe, appuyé sur Entrée et regardé le tableau de bord se charger. J'ai parcouru les chiffres, le solde principal restant, le taux d'intérêt, l'historique des paiements parsemé de ces affreux marqueurs rouges 30 jours en retard. Puis mes yeux ont capté autre chose, quelque chose de nouveau. Juste en dessous du résumé principal du prêt, il y avait une deuxième ligne, une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. J'ai froncé les sourcils, me penchant plus près de l'écran. J'ai cliqué sur les détails. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde entière, puis a commencé à marteler si fort que mes côtes me faisaient mal. 3 mois avant la mort de Papy Louis, quelqu'un avait effectué un retrait de $40 000 sur la valeur de la maison. J'ai fixé le chiffre, $40 000. Mon père n'avait pas seulement maintenu mon nom piégé sur l'hypothèque d'origine. Il avait utilisé ma co-signature, mon historique de crédit pour emprunter $40 000 en espèces sur la maison sans jamais me le dire, sans mon consentement, sans un seul mot. Il avait falsifié mon autorisation électronique ou contourné les contrôles de sécurité pour retirer de l'argent, liant légalement cette nouvelle dette massive directement à mon nom. Un engourdissement froid et lourd m'a envahi. Je suis resté assis dans l'obscurité pendant un long moment. Le ronronnement du réfrigérateur était le seul son dans l'appartement. Ce n'était plus seulement de l'irresponsabilité financière. C'était du vol. C'était de la fraude. Mon propre père m'avait volé. Où était passé l'argent? $40 000 ne disparaissent pas comme ça. Il n'avait pas rénové la maison. Il n'avait pas acheté de nouvelles voitures. L'argent était juste parti. Il ne m'avait pas seulement piégé dans une cage. Il était revenu et avait rendu la cage plus petite, plus lourde, impossible à briser. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que s'il faisait défaut, je serais responsable de tout. J'ai lentement fermé l'ordinateur portable. Je n'avais plus envie de pleurer. La tristesse, la culpabilité, l'obligation que j'avais ressentie pendant les 10 dernières années s'évaporèrent en un instant, remplacées par quelque chose d'entièrement différent. C'était une rage froide, pure, concentrée. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que parce que j'étais calme, parce que j'étais le fils gentil qui évitait toujours les conflits, que j'allais simplement accepter ça. Il pensait que je m'inclinerais et les laisserais me détruire. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé une photo de Papy Louis que j'avais enregistrée dans mes favoris. Je ne les laisserai pas gagner, papy, ai-je chuchoté à la pièce vide. J'en avais fini de jouer la défense. Il était temps de découvrir exactement sur quoi d'autre mon père avait menti. Les rumeurs n'ont pas commencé par une forte explosion. Elles ont commencé comme une lente fuite de gaz, empoisonnant l'air autour de moi jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Ça a commencé à l'église. Première église baptiste, la congrégation que ma famille fréquentait depuis 3 décennies. Je suis entré dans la salle de convivialité après le service du dimanche, prenant une tasse de café en polystyrène. J'ai vu Madame Dubois, une femme qui me connaissait depuis la maternelle, debout près de la table des pâtisseries. J'ai souri et j'ai commencé à marcher vers elle. Elle m'a regardé, ses yeux se sont figés, puis elle m'a délibérément tourné le dos et s'est dirigée vers l'autre côté de la pièce. Elle n'a pas dit un mot, mais le message était assourdissant. Puis cela a contaminé mon lieu de travail. Docteur Leclerc, le médecin traitant de mon étage, et un homme que je respectais profondément, m'a pris à part près du poste de soins infirmiers un mardi après-midi chargé. Il semblait mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. « Et Gabriel, dit-il, baissant la voix. Tout va bien à la maison? J'ai entendu des choses de la part de Jean en ville. Quelque chose à propos de la succession de votre grand-père. Écoutez, si vous avez besoin de temps libre pour régler des problèmes juridiques, faites-le moi savoir. » Mon estomac se serra. Problème juridique? Docteur Leclerc, qu'avez-vous exactement entendu, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Il se frotta la nuque.
Juste des paroles. Vous savez comment est cette ville. Les gens disent que vous avez pris de l'argent de la maison de votre grand-père juste avant qu'il ne décède. Je ne le crois pas, bien sûr, mais vous savez. Mes propres parents faisaient cela. Ma mère, Sylvie, et mon père, Antoine, appelaient systématiquement tante, oncle, cousin et amis de la famille, plantant la graine. Ils racontaient à tout le monde avec désinvolture, comme si c'était une tragédie établie, que j'avais volé de l'argent dans le tiroir de la commode de Papy Louis. Il était souvent seul là-bas vers la fin, mon père aurait dit à oncle Marc, nous avons trouvé le tiroir complètement vide après les funérailles. Des milliers en liquide juste disparus. Ça brise le cœur de sa mère. Il n'y avait aucune preuve. Bien sûr, il n'y en avait pas besoin. Dans une petite ville, la parole d'un père âgé respecté et attristé a un poids énorme. Il construisait un récit. Si jamais j'essayais d'exposer les 40 000 $ qu'ils avaient volés à l'équité. Ou si jamais je remettais en question l'héritage, toute la ville était déjà préparée à croire une chose, Gabriel est le voleur. Gabriel est le méchant. Gabriel essaie juste de couvrir ses traces. Chaque fois que j'essayais de me défendre auprès d'un proche au téléphone, je paraissais sur la défensive, frénétique, ce qui ne faisait que me rendre plus coupable. Mes parents m'avaient piégé dans un cauchemar de relations publiques. Mais mon père a commis une erreur cruciale. Il était trop précis. Il a dit aux gens que j'avais pris de l'argent dans un tiroir de commode spécifique dans la chambre de grand-père. Comment Antoine savait-il que grand-père gardait de l'argent d'urgence dans ce tiroir spécifique, à moins qu'il n'ait lui-même fouillé dedans? La réalisation me frappa comme un coup physique. Il projetait. Il m'accusait exactement de ce qu'il avait fait. Je n'ai pas attendu que les potins me détruisent. Le jour de mon premier congé, j'ai roulé 45 minutes hors de la ville jusqu'au palais de justice du comté. Je n'ai même pas pris la peine de changer mes blouses d'hôpital bleu. Je me suis garé sur le parking arrière, mon cœur battant un rythme régulier et nerveux contre mes côtes. Je suis entré dans le bureau des successions, l'air sentait la cire de sol et le vieux papier poussiéreux. La greffière, une femme nommée Diane avec des lunettes de lecture posées sur le bout de son nez, a levé les yeux de son ordinateur. J'ai besoin d'une copie du dossier de succession de Louis Palmer. Décédé en mars de cette année, et lui ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. Relation, a-t-elle demandé, ses doigts planant au-dessus de son clavier. Petit-fils. Les registres des successions sont publics. N'importe qui peut entrer et les demander. Un fait que mon père n'avait clairement pas pris en compte, supposant que je serais trop intimidé pour jamais vérifier. Diane imprima une épaisse pile de papier, les glissa dans une chemise craft et les me tendit par-dessus le comptoir. Je n'ai même pas attendu d'arriver à ma voiture. Je me suis assis sur un banc en bois dur, juste là dans le couloir du palais de justice, et j'ai ouvert le dossier. C'était le testament de Louis Palmer, le document que mon père avait déposé pour réclamer l'intégralité de la succession. Il était tapé, officiellement notarié, et daté 14 mois avant le décès de mon grand-père. Il disait exactement ce que mon père avait affirmé. Je lègue tous mes biens immobiliers et personnels à mon fils, Antoine Palmer. La maison, les comptes d'épargne, tout. J'ai lu les mots 2 fois, sentant un œuf froid se former dans mon estomac. Puis j'ai tourné la dernière page et j'ai regardé la signature en bas. Louis Palmer. J'avais vu l'écriture de mon grand-père des milliers de fois. Je la connaissais de décennies de cartes d'anniversaire, des lignes de mémo de chaque chèque qu'il avait jamais écrit, d'une note autocollante qu'il avait laissée sur mon tableau de bord quand j'avais obtenu mon diplôme d'infirmier qui disait « Fier de l'homme que tu es, Gabriel ». Son écriture réelle était distincte. En vieillissant, sa main tremblait, rendant ses lettres saccadées. Son nez penchait toujours lourdement vers la gauche, et la queue de son P plongeait longue et nette. J'ai fixé la signature sur le document légal. C'était une bonne copie, mais ce n'était pas lui. Le E était trop droit. Le P était complètement court, coupé net. La signature entière manquait du rythme tremblant naturel d'un homme de 84 ans. C'était trop soigné, trop lent, dessiné par quelqu'un essayant très fort de tracer une forme qu'il n'avait vue que quelques fois. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai pris une photo haute résolution de la signature. Mes mains ne tremblaient plus. Je n'étais pas triste. Je n'avais pas peur. J'étais absolument certain. Mon père avait falsifié le testament. Il avait volé l'héritage de mon grand-père.
J'ai ouvert le navigateur sur mon téléphone et j'ai tapé dans la barre de recherche « Comptable forensique près de chez moi ». J'allais démonter ces mensonges pièce par pièce. Robert avait un bureau au-dessus d'un magasin de quincaillerie à 2 villes de là. C'était un comptable forensique avec 20 ans d'expérience dans la traque d'actifs cachés dans les affaires de divorce compliquées et la fraude d'entreprise. C'était un homme calme et clinique qui ne se souciait pas des drames familiaux. Il ne se souciait que des chiffres. Je me suis assis en face de son bureau encombré, portant mon seul costume décent, et je lui ai remis le dossier du palais de justice ainsi que 17 échantillons vérifiés de la vraie signature de mon grand-père que j'avais déterré de vieilles boîtes à chaussures. Une semaine plus tard, j'étais de retour dans son bureau. Robert posa un épais rapport relié sur le bureau entre nous. La signature sur le testament déposé est un faux, dit Robert platement, désignant avec un stylo une comparaison côte à côte agrandie sur la page 1. Ça ne correspond pas. Pas même de près sous analyse microscopique. Elle a été dessinée, pas écrite. Je laissai échapper un soupir que je ne savais pas retenir. Je le savais. Mais ce n'est pas le pire, continua Robert, tournant à la section financière du rapport. J'ai extrait les relevés bancaires associés à la succession. Au moment de son décès, le compte d'épargne de votre grand-père contenait 280 000 $. La propriété était estimée à environ 190 000 $. Valeur totale de la succession d'environ 470 000 $. Je fixais les chiffres. Papy Louis avait économisé chaque centime toute sa vie. Après la clôture de la succession, dit Robert, traçant une ligne sur une feuille de calcul. Antoine a retiré 350 000 $ d'actifs liquides via plusieurs transactions rapides. J'ai cartographié où cela est allé. Il me poussa le papier. 120 000 $ ont immédiatement servi à rembourser l'énorme dette secrète de carte de crédit personnelle d'Antoine. 60 000 $ ont été transférés sur un compte offshore au nom de jeune fille de votre mère. 45 000 $ ont été versés à un entrepreneur pour des rénovations de luxe dans leur cuisine. Et puis j'ai vu la dernière ligne. Mon sang se figea. 85 000 $ de virement bancaire à un concessionnaire automobile européen. Qu'est-ce que c'est, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Robert ajusta ses lunettes. Ce virement a été utilisé pour acheter une toute nouvelle Porsche 911. Le titre était enregistré au nom d'un Jules Palmer. Jules, mon jeune frère, l'enfant prodige. J'ai serré le bord du bureau si fort que mes jointures sont devenues blanches. Jules avait 28 ans, vivait sans loyer dans le sous-sol de mes parents, passant constamment d'une idée de start-up à l'autre pendant que je faisais des quarts de 12 heures à l'hôpital pour payer l'hypothèque du toit au-dessus de sa tête. Pendant que mon père détruisait mon score de crédit et volait 40 000 $ d'équité en mon nom, il utilisait l'argent volé de mon grand-père décédé pour acheter à son fils préféré une voiture de sport de luxe. Le favoritisme flagrant et cruel me rendait physiquement malade. Il me vidait de mon sang pour financer un style de vie somptueux pour eux-mêmes et Jules. Voulez-vous que je compile ceci en un affidavit officiel certifié, demanda Robert doucement, parce qu'une fois que je le fais, cela devient une preuve recevable. On ne peut pas remettre le génie dans la bouteille. J'ai regardé la ligne concernant la Porsche. J'ai pensé aux fausses larmes que ma mère avait versées. Faites-le, dis-je. Armé des preuves médico-légales, j'avais besoin d'un allié. J'avais besoin de quelqu'un dans la famille ayant de l'influence qui pourrait me soutenir lorsque la vérité éclaterait. J'ai pensé à oncle Marc, le frère aîné de mon père. Marc avait toujours été la voix de la raison, le médiateur dans les disputes familiales. Il était riche, respecté, et avait toujours été gentil avec moi. Je l'ai appelé et lui ai demandé de nous rencontrer dans un restaurant tranquille en bordure de ville. Quand il est arrivé, j'ai commandé des cafés et j'ai pris une profonde inspiration. Je ne lui ai pas encore montré le rapport médico-légal. Je voulais d'abord jauger sa réaction, mais je lui ai tout raconté d'autre. Je lui ai parlé du vol de 40 000 $ d'équité. Je lui ai parlé de mes soupçons concernant le faux testament. Pendant les 20 premières minutes, Marc a écouté attentivement. Il a hoché la tête, son visage marqué par l'inquiétude. Je savais qu'Antoine était terrible avec l'argent, murmura Marc, remuant son café. Mais voler ton équité, falsifier une signature, Gabriel, c'est grave. C'est la vérité, oncle Marc, ai-je plaidé. Ils sont en train de ruiner ma vie et d'empoisonner la famille contre moi. J'ai besoin que tu m'aides à l'affronter. Marc est devenu silencieux. Il a pris une longue gorgée de son café,
regardant par la fenêtre le parking pluvieux. Quand il m'a regardé à nouveau, toute son attitude avait changé. La chaleur dans ses yeux avait disparu, remplacée par une distance froide et calculatrice. « Gabriel, écoute-moi, dit-il, sa voix prenant un registre bas et autoritaire. La famille, c'est la famille. Antoine a un tempérament, oui, mais faire intervenir des avocats, déchirer la famille pour de l'argent. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est de la fraude, ai-je argumenté, ma voix montant. Baisse la voix, claqua Marc. Il se pencha sur la table. Ton père m'a dit que tu pourrais essayer quelque chose comme ça. Il m'a dit que tu étais stressé, que tu t'énervais parce que tu étais fauché. Je me suis figé. Il t'a parlé. Marc soupira, relevant le col de son manteau. Antoine est venu me voir la semaine dernière. Il a des difficultés, Gabriel. Il avait besoin d'un peu d'aide pour couvrir des frais juridiques concernant les taxes successorales. Je lui ai prêté 50 000 $ pour le maintenir à flot. Si tu déclenches une guerre judiciaire, la succession sera gelée. Je ne récupérerai pas mon argent et le nom de notre famille sera traîné dans la boue dans cette ville. La réalisation m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Marc n'était pas un médiateur. C'était un investisseur. Mon père avait acheté sa loyauté avec une part du gâteau volé. Tu le protèges parce qu'il te doit, dis-je, dégoûté. Je protège la famille, corrigea Marc doucement. Laisse tomber, Gabriel. Éloigne-toi. Si tu ne le fais pas, tu ne te battras pas seulement contre ton père. Tu te battras contre nous tous. Tu seras entièrement seul. Il se leva, posa un billet de 5 $ sur la table pour son café, et sortit. Je restai seul dans la cabine, fixant le café froid. Mon propre oncle m'avait vendu. Il pensait vraiment que je reculerais par peur d'être ostracisé. Il pensait que l'isolement me briserait. Ils avaient tort. Cela ne m'a pas brisé. Cela n'a fait que supprimer la dernière once de pitié que j'avais pour eux. Avec ma famille immédiate fermement alignée contre moi, j'ai réalisé que je devais chercher en dehors du cercle intérieur. J'ai pensé à oncle Jean, le frère cadet de papy Louis. Jean avait 72 ans, un mécanicien à la retraite qui menait une vie tranquille dans une ferme à 1 heure de la ville. Il n'avait pas assisté à un dîner de famille depuis plus de 10 ans en raison d'une querelle amère et tacite avec mon père, Antoine. Si quelqu'un connaissait la vérité sur papy, c'était Jean. Je suis allé à sa ferme un jeudi matin ensoleillé. L'air sentait les cèdres et la terre humide. Jean m'a rencontré sur le porche, essuyant la graisse de ses mains avec un chiffon. Il n'a pas semblé surpris de me voir. Je me doutais bien que tu finirais par te montrer, mon gars, a-t-il dit rudement, me faisant signe d'entrer. Sa cuisine était petite et sentait le vieux café. Nous nous sommes assis à une table en bois usé. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je lui ai dit que mon père avait déposé une réclamation pour tout et m'accusait de vol. Jean a laissé échapper un rire sec et amer qui ressemblait à des rochers qui se frottaient. Antoine n'a pas changé d'un pouce. Toujours un menteur, toujours un voleur. Il s'est levé, est entré dans le salon, et est revenu tenant une vieille boîte à chaussures abîmée. Il l'a posée lourdement sur la table entre nous. Ton grand-père savait qu'Antoine tournait autour comme un vautour, a dit Jean doucement. Il y a 3 ans, Louis est venu ici, s'est assis dans cette même chaise où tu es. Il m'a donné cette boîte et m'a dit de la cacher. Il a dit, s'il lui arrivait quelque chose, j'attendrai que tu viennes chercher la vérité. Mes mains tremblèrent alors que je tendais la main et ouvrais le couvercle. À l'intérieur gisait une épaisse enveloppe jaunie. J'en sortis les papiers. C'était un testament, mais celui-ci n'était pas tapé. Il était manuscrit sur du papier bloc-notes légal. L'encre était passée, mais l'écriture penchée et tremblante était celle de papy Louis, sans équivoque. Il était daté de 5 ans auparavant et attesté par 2 voisins de Jean. J'ai lu la clause principale à voix haute, ma voix se brisant. Je lègue tous mes biens immobiliers et personnels à être divisés également entre mes 4 petits-enfants. Gabriel, Thomas, Jules et Mégane. Mon fils Antoine ne reçoit rien. Papy ne m'avait pas oublié. Il avait explicitement exclu mon père pour nous protéger. Mais ce n'était pas tout. Sous le testament se trouvait une pile de lettres non envoyées. J'ai pris la première. Cher Gabriel, disait la lettre. Ton père est passé aujourd'hui. Il m'a dit que tu étais trop occupé à l'hôpital pour me voir.
Il a dit que tu voulais de l'espace. Je ne le crois pas, mais je ne te dérangerai pas si c'est vrai. Sache juste que je suis fier de toi, mon fils. Toujours. Des larmes chaudes et rapides coulèrent sur mes joues, brouillant l'encre. Pendant 3 ans, mon père avait été le gardien. Il avait intercepté mes appels. Il avait menti à mon grand-père, lui disant que je l'avais abandonné, et il m'avait menti, me faisant croire que grand-père m'ignorait. Il avait brisé le cœur d'un vieil homme juste pour l'isoler et lui voler son argent. Il est mort en pensant que je ne m'en souciais pas, ai-je chuchoté, la douleur vive et déchirante dans ma poitrine. J'entendis la main et me serra fort l'épaule. Il est mort en sachant que tu trouverais la vérité, Gabriel. C'est pourquoi il m'a laissé l'épée. Maintenant, prends-la et utilise-la. J'ai quitté la ferme de Jean avec la boîte à chaussures solidement attachée sur le siège passager comme une précieuse cargaison. J'avais enfin le mobile, le vrai testament et la preuve médico-légale. Mais j'avais besoin d'une pièce de plus pour m'assurer que mes parents ne pourraient pas s'en sortir avec leurs mensonges manipulateurs habituels. L'univers me l'a fourni cette nuit-là. À 22h15, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était Thomas, mon cousin de 24 ans. Thomas était un enfant calme, terrifié par les conflits, qui baissait généralement la tête pour éviter la colère de mon père. J'ai répondu, Thomas, il est tard. Tout va bien? Gabriel, a-t-il chuchoté, sa voix tremblant si fort que je pouvais à peine l'entendre. Ne demande pas comment j'ai eu ça. Promets-moi juste que tu ne leur diras pas que ça vient de moi. Ma mère me tuerait. Je promets. Qu'est-ce que c'est? J'étais chez tes parents il y a 2 semaines pour réparer leur routeur dans le couloir. Ils ne savaient pas que j'étais là. Ils étaient dans la cuisine en train de se disputer. J'ai enregistré sur mon téléphone. Mon souffle se coupa. Envoie-le-moi tout de suite. Un instant plus tard, un fichier audio a retenti dans mes messages. J'ai appuyé sur lecture, tenant fermement le téléphone contre mon oreille. L'audio était étouffé, enregistré à travers un mur, mais les voix étaient indéniables. Je t'ai dit de payer cette hypothèque, ma mère, Sylvie, siffla férocement. Si Gabriel découvre le prêt sur valeur domiciliaire, il ira à la police. Tais-toi, Sylvie, mon père grogna en retour. Il ne fera rien. Il est trop faible. Le faux testament est déjà déposé et approuvé par le tribunal des successions. C'est fait. Il y eut une pause, le bruit d'une chaise qui racle. Mais s'il prend un avocat, demanda ma mère, sa voix tendue par la panique. Alors nous frappons les premiers. La voix d'Antoine résonna, froide, calculée et purement diabolique. Nous faisons plus de bruit. Nous disons à la famille qu'il a volé l'argent de la chambre de Louis. Nous faisons de lui le méchant. Personne ne croira une infirmière fauchée plutôt que nous. Au moment de Thanksgiving, je le ferai supplier de pitié. L'enregistrement s'éteignit. Je restai dans ma cuisine, le silence résonnant dans mes oreilles. Ils n'avaient pas seulement fait une erreur. Ils avaient activement et malicieusement conspiré pour détruire ma réputation et ma vie afin de dissimuler leurs crimes. Le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. J'ai conduit directement au bureau de Maître Duval, l'avocat spécialisé dans les litiges successoraux le plus impitoyable du comté. Je me suis assis dans son fauteuil en cuir moelleux et j'ai tout étalé sur son bureau en acajou, le rapport médico-légal de Robert traçant les 350 000 $ et la Porsche, le véritable testament manuscrit d'oncle Jean, et enfin, j'ai fait écouter l'enregistrement audio de la conspiration de mes parents. Maître Duval a écouté en silence complet. Une fois terminé, il a joint ses doigts, un sourire prédateur se dessinant sur son visage. Gabriel, dit l'avocat, tapotant le rapport médico-légal. Ce n'est plus seulement un litige civil. Il s'agit de fraude criminelle, de grands larcins et de conspiration. Vous avez une bombe nucléaire posée sur ce bureau. Je ne veux pas juste déposer une plainte à huis clos, lui dis-je, ma voix plus froide que jamais. Mon père veut faire un spectacle public à Thanksgiving. Il a invité 30 personnes pour me voir me détruire. Maître Duval se pencha en avant, ses yeux brillants. Alors nous le laissons construire sa scène. Et quand le rideau se lève, nous brûlons le théâtre. Armé de mon enveloppe, j'étais prêt pour Thanksgiving. Nous sommes de retour à cette table de Thanksgiving. 30 personnes entassées dans le salon de Tante Claire. L'odeur de la dinde rôtie complètement dominée par la tension suffocante dans l'air.
Mon père, Antoine, se tenait en bout de table comme un roi tenant sa cour. Il venait de déclarer à toute notre famille élargie que j'étais un voleur. Il venait de me jeter une enveloppe blanche, affirmant que c'était une convocation au tribunal. J'ai regardé l'enveloppe posée juste à côté de mon assiette. Puis j'ai levé les yeux vers le visage suffisant et satisfait de mon père. Ma mère, Sylvie, tamponnait toujours ses yeux avec une serviette en tissu, jouant la victime dévastée et au cœur brisé à la perfection absolue. Au bout de la table, mon jeune frère Jules, l'enfant prodige de la famille, était penché en arrière sur sa chaise en bois avec un sourire narquois sur le visage. Il pensait que c'était drôle. Il pensait que j'étais enfin remis à ma place. Il pensait qu'ils avaient gagné. J'ai ramassé l'enveloppe que mon père m'avait jetée. Je ne l'ai pas déchirée dans la panique. Je n'ai pas laissé mes mains trembler. J'ai glissé mon index sous le rabat, l'ai ouverte et j'ai sorti la feuille de papier à l'intérieur. Je l'ai tenue à la lumière suspendue au-dessus de la table à manger. La pièce était si incroyablement silencieuse. On pouvait entendre le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. Tout le monde me regardait, attendant l'effondrement. Ils s'attendaient à ce que je me mette à crier, à pleurer ou à supplier le pardon. Oncle Marc, l'homme qui m'avait vendu pour un prêt de 50 000 $ quelques jours plus tôt, fixait son assiette, incapable de croiser mon regard. Une convocation au tribunal, dis-je à voix haute. Ma voix était parfaitement calme. Je n'ai pas crié. J'ai juste lu le papier dans mes mains. C'est terrifiant, papa. Vraiment? Ça a l'air très officiel au premier coup d'œil. J'ai regardé autour de la table. Tante Claire serrait son verre d'eau. Mon cousin Thomas semblait sur le point de s'évanouir. Il y a juste un problème majeur avec ce document, ai-je continué, laissant tomber le papier sur la table avec un léger bruit sec. Il n'y a pas de numéro de dossier imprimé dessus. Il n'y a pas de tampon de dépôt du greffier du comté dans les marges. Il n'est pas imprimé sur du papier cartonné officiel. La police de caractère est Times New Roman de base. Et la signature en bas appartient à un juge qui a pris sa retraite du circuit du comté il y a plus de 5 ans. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur la table, croisant le regard de mon père. Tu as imprimé ça sur Internet, papa. Tu as falsifié un document légal pour me faire peur devant 30 personnes parce que tu pensais que je me lèverais, pleurais et courais par la porte d'entrée. Tu pensais que je renoncerais à mon héritage par pure humiliation. Le visage de mon père devint d'un rouge profond et dangereux. Les veines de son cou éclatèrent. Comment oses-tu, rugit-il, claquant sa main sur le dossier de sa chaise. Tu as volé ton propre grand-père et maintenant tu inventes des mensonges pour couvrir tes traces. Tu es une honte pour cette famille, Gabriel. Je ne réagis pas à ces cris. Je n'élevai pas la voix pour l'égaler. Je tendis simplement la main sous ma chaise et ramassai ma propre épaisse et lourde enveloppe Kraft, celle que mon avocat, Maître Duval, m'avait préparée. Tu veux parler de preuves, papa, demandai-je, ma voix coupant ses cris comme de la glace. Parlons de preuves. J'ouvris mon enveloppe Kraft. Je n'avais pas seulement un morceau de papier mince imprimé depuis un bureau à domicile. J'avais 30 copies d'un dossier légal certifié et relié. Je me levai de ma chaise et commençai à faire le tour de la longue table. J'ai tendu une copie à tante Claire. J'ai tendu une copie à oncle Marc. J'ai tendu une copie à mon cousin Thomas. J'ai tendu une à chaque tante, oncle et cousin qui avaient chuchoté derrière mon dos pendant les 3 derniers mois. Qu'est-ce que c'est, Gabriel, demanda tante Claire, ses mains tremblant alors qu'elle regardait la page de couverture épaisse. Ça, dis-je, marchant lentement vers mon siège. C'est un rapport de comptabilité judiciaire certifié? Je n'ai pas juste deviné ce qui s'était passé. J'ai engagé un enquêteur professionnel. Si vous ouvrez la page 1, vous verrez une comparaison microscopique côte à côte de la signature sur le testament que mon père a déposé au tribunal des successions, placé juste à côté de 17 signatures vérifiées de Papy Louis. 30 paires de mains ouvrirent les dossiers exactement au même moment. Le bruit du papier épais qui tourne remplit la pièce. Tante Claire mit ses lunettes de lecture. L'expert judiciaire a conclu sans l'ombre d'un doute que la signature sur le testament déposé est un faux complet. J'ai annoncé, ma voix résonnant claire, dure et indéniable. Papy Louis n'a jamais signé ce document. Mon père l'a dessiné. C'est un mensonge absolu, hurla mon père. Il frappa les 2 poings sur la table, faisant vibrer les couverts et renversant un verre d'eau.
Tu as payé quelqu'un pour écrire cette saleté. Tu manipules toute cette famille. Continuez de tourner les pages, papa, dis-je froidement. Je regardais directement ma mère. Ses fausses larmes avaient complètement cessé. Son visage était blanc craie, tout le sang s'étant retiré de ses joues. Si vous regardez la page 3, dis-je à la pièce, m'assurant que tout le monde suivait. Vous verrez les relevés bancaires directement des comptes de Papy Louis. Quand Papy est décédé, sa succession valait environ 470 000 $. En quelques semaines après les funérailles, mon père a retiré illégalement 350 000 $ en espèces et en virements bancaires. Un halètement collectif parcourut la table. Oncle Marc eut l'air physiquement malade, son visage virant au vert. Tante Claire se couvrit la bouche des deux mains. « Où est passé l'argent » demandai-je à la pièce, laissant la question en suspens un instant. « Eh bien, regardons le grand livre. » 120 000 $ ont immédiatement servi à rembourser la dette secrète massive de cartes de crédit d'Antoine. 60 000 $ ont été virés sur un compte offshore enregistré au nom de jeune fille de ma mère. 45 000 $ ont payé un entrepreneur de luxe pour la toute nouvelle cuisine qu'ils viennent d'installer dans leur maison. Je tournai la tête et croisa les yeux de mon frère, Jules. Son sourire arrogant avait complètement disparu. Sa mâchoire était pendante. Il ressemblait à un cerf pris dans les phares d'un camion en excès de vitesse. Et 85 000 $, dis-je, ma voix tombant à un murmure dangereux qui résonna pourtant plus fort qu'un cri, ont été virés à un concessionnaire automobile européen pour acheter une toute nouvelle Porsche 911, enregistrée directement au nom de Jules Palmer. Jules repoussa sa chaise si violemment qu'elle bascula et tomba au sol. « Tais-toi » cria-t-il, sa voix se brisant. « Papa m'a acheté cette voiture comme cadeau de remise de diplôme. » C'était un cadeau. « Papa t'a acheté cette voiture avec les économies de toute la vie de grand-père, répliquai-je, pointant un doigt directement sur sa poitrine, pendant que je faisais des quarts de nuit de 12 heures à l'hôpital pour payer l'hypothèque de la maison où vous vivez tous sans loyer. Ce qui m'amène à la page suivante. Je ne les laissais pas respirer. Je ne les laissais pas se remettre ou inventer un mensonge. Je continuais juste à les frapper avec la vérité indéniable. Il y a 10 ans, mes parents m'ont supplié de co-signer leur hypothèque. Ils m'ont juré que ce ne serait que pour 6 mois. Ça fait une décennie. Ils ont ruiné mon crédit avec des paiements en retard constants. Mais cela ne leur suffisait pas. 3 mois avant la mort de Papy, mon père a utilisé mon profil de crédit pour obtenir une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 40 000 $. Il a falsifié mon autorisation, contourné la sécurité de la banque et volé 40 000 $ sous mon nom. La pièce était paralysée. Le niveau de trahison était si massif, si froid et calculé que personne ne savait quoi dire. Mon père respirait lourdement, sa poitrine se soulevant alors qu'il agrippait le bord de la table. Il regarda autour de la pièce, ses yeux fuyant frénétiquement, cherchant désespérément un allié. Il regarda droit oncle Marc. « Marc, dis-leur qu'il est fou » supplia Antoine, sa voix perdant sa puissance, se transformant en un gémissement désespéré. « Dis-leur qu'il invente tout ça parce qu'il est fauché et amer. » Oncle Marc baissa les yeux vers le rapport médico-légal qu'il tenait dans ses mains. Il vit les virements bancaires. Il vit la preuve indéniable de l'argent volé. Il secoua lentement la tête, fixant la table et refusa absolument de lever les yeux vers son frère. Mon père se tourna vers moi, les yeux fous de la fureur d'un animal piégé. « Tu n'as rien. Tout cela n'est que des ordures fabriquées. Ça ne tiendra jamais en justice. Je suis l'exécuteur testamentaire légal. C'est mon argent. Le testament est déposé et c'est fait. » Je restai là un long moment à regarder l'homme qui était censé m'élever, me protéger et me guider. Il était si incroyablement arrogant. Il croyait vraiment que parce qu'il était le patriarche, parce qu'il criait le plus fort, il pouvait réécrire la réalité. Le testament est déposé et c'est fait. Je répétais ces mots exacts lentement, les laissant s'infiltrer. C'est exactement ce que tu as dit dans ta cuisine il y a 2 semaines. N'est-ce pas, papa ? Ma mère tressaillit comme si je l'avais frappée physiquement au visage. « De quoi parles-tu » chuchota-t-elle, sa voix tremblant d'une peur authentique. Je regardai mon cousin Thomas de l'autre côté de la table. Il était assis à côté de sa mère, pâle, en sueur et agrippant le bord de la table. Il me fit un petit signe de tête terrifié. Thomas était courageux. Il savait que cela provoquerait un véritable tremblement de terre dans la famille. Mais il choisit la vérité quand même.
Je tendis la main dans ma poche et sortis mon téléphone. Je balayai l'écran et le synchronisai avec le grand haut-parleur Bluetooth posé sur le comptoir de la cuisine juste derrière moi. J'augmentai le volume à fond. Voyons ce que toi et maman pensez vraiment quand vous croyez que personne n'écoute, dis-je. J'appuyai sur lecture. L'audio crépita à travers le haut-parleur, fort, clair et indéniable. C'était la voix de ma mère d'abord, remplie de panique frénétique. Si Gabriel découvre le prêt sur valeur domiciliaire, il ira à la police. 30 personnes cessèrent de respirer exactement au même moment. Ma mère agrippa le bord de la table. Ses yeux écarquillés d'une horreur absolue. Elle semblait sur le point d'être malade. Puis la voix de mon père résonna dans la salle à manger. Froide, cruelle, malveillante. Tais-toi, Sylvie. Il ne fera rien. Il est trop faible. Le faux testament est déjà déposé et approuvé par le tribunal des successions. C'est fait. Tante Claire laissa échapper un cri aigu et dévasté. Oncle Marc ferma les yeux et enfouit son visage dans ses mains. L'enregistrement continua, la voix de ma mère de nouveau, tremblante, mais s'il prend un avocat? Et puis vint le coup de grâce. Le plan exact de mon père pour ma destruction. Diffusé pour que toute la famille l'entende. Alors nous frappons les premiers. Nous faisons plus de bruit. Nous disons à la famille qu'il a volé l'argent de la chambre de Louis. Nous faisons de lui le méchant. Personne ne croira une infirmière fauchée plutôt que nous. Au moment de Thanksgiving, je le ferai supplier de pitié. Le fichier audio s'arrêta. Le silence qui suivit fut le silence le plus lourd et le plus suffocant que j'ai jamais vécu de toute ma vie. Ce n'était pas seulement silencieux. C'était un poids physique qui pressait sur la pièce. C'était le son d'une famille entière réalisant qu'elle avait été utilisée, manipulée et trompée par un monstre portant un visage de père. J'ai regardé mon père. Il était complètement, totalement brisé. Ses larges épaules s'étaient affaissées. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Il n'avait aucune défense. Il ne pouvait pas crier pour échapper à sa propre confession enregistrée. J'ai pris ma veste du dossier de ma chaise et l'ai enfilée. Je ne supplie pas de pitié, papa, dis-je calmement dans le silence mort. J'appelle mon avocat. Joyeux Thanksgiving. Je ne suis pas sorti de la maison immédiatement. Je suis resté là, près de la porte, et j'ai regardé l'empire que mon père avait bâti sur des mensonges s'effondrer en temps réel. Tante Claire fut la première à bouger. Elle se leva, le visage tendu par un dégoût intense. Elle ne regarda pas ma mère, sa propre sœur. Elle ne dit pas un seul mot. Elle se dirigea simplement vers le porte-manteau, décrocha sa lourde veste d'hiver et sortit par la porte d'entrée. La lourde porte en chêne claqua derrière elle. Le bruit résonna comme un coup de feu dans la maison silencieuse. Ce fut le signal. Le barrage céda. Cousins, tantes, oncles, des gens qui avaient connu Antoine toute leur vie commencèrent à se lever à l'unisson. Ils laissèrent leurs serviettes en tissu sur leurs assiettes à moitié mangées de dinde et de farce. Ils prirent leurs enfants par la main et les éloignèrent de la table. Personne ne cria. Personne n'exigea d'excuses. Le silence absolu de leur départ fut bien plus punitif que n'importe quelle dispute houleuse. Ils traitaient mes parents comme s'ils étaient radioactifs. Oncle Marc se leva lentement. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que lorsqu'il était entré. Il passa devant mon père, s'arrêtant juste une seconde. « Tu me dois 50 000 $, Antoine, dit Marc, sa voix neutre, complètement dépourvue de toute affection fraternelle. Je les veux d'ici la fin du mois où je te poursuivrai aussi. » Puis il se retourna et sortit par la porte. Mon frère Jules était en mode panique complète. Il avait enfin réalisé ce que cela signifiait réellement pour sa vie confortable et paresseuse. Il se précipita autour de la table, le visage frénétique, et me saisit le bras. « Gabriel, mec, allez. Regarde-moi. Je ne savais pas que la voiture avait été achetée avec l'argent de grand-père. Je le jure sur ma vie. Tu ne peux pas les laisser prendre la Porsche. Toute ma vie est liée à cette voiture. Tu dois dire à l'avocat de me laisser en dehors de ça. Nous sommes frères. » Je baissai les yeux vers sa main, agrippant ma manche. Je regardais son visage paniqué. Je ne ressentais absolument rien pour lui. Pas de colère, pas de pitié, pas de lien fraternel, juste un détachement froid et clinique.
Tu devrais probablement rentrer chez toi et cacher les clés, Jules, lui dis-je, ma voix complètement neutre, parce que la banque viendra les chercher lundi. J'ai retiré mon bras de sa prise et me suis dirigé vers la porte. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Ma mère sanglotait hystériquement dans ses mains, mais personne ne la réconfortait. Personne ne se précipitait pour lui apporter un mouchoir. Mon père était assis seul en bout d'une table massive et vide, fixant sans expression la nourriture froide. Il était complètement isolé. Il avait repoussé tout le monde pour protéger son avarice, et maintenant il n'avait absolument plus rien. Je suis sorti dans l'air vif de novembre, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Pour la première fois en 10 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer profondément. Le lundi matin arriva, net et impitoyable. J'étais assis dans le bureau de Maître Duval à 9 heures précises. Maître Duval buvait un café torréfié foncé, examinant la dernière ébauche de l'ultimatum juridique que nous étions sur le point de laisser tomber sur mes parents comme une enclume. Ils n'ont absolument plus aucune échappatoire, Gabriel, dit Maître Duval, tapotant son stylo coûteux sur le bureau en acajou. L'enregistrement audio que vous avez fourni établit une intention malveillante claire. Le rapport médico-légal établit l'action financière. Le testament falsifié établit le mécanisme de la fraude. C'est une victoire éclatante devant n'importe quel tribunal de l'État. Alors, que se passe-t-il maintenant, demandai-je, me penchant en avant. Maître Duval fit glisser un épais document juridique certifié sur le bureau vers moi. Ceci est une lettre de mise en demeure formelle. Elle est acheminée à la maison de votre père par un huissier de justice pendant que nous parlons. Nous lui donnons exactement 60 jours calendaires pour refinancer complètement l'hypothèque de cette maison et retirer votre nom de la dette. De plus, il est légalement tenu d'assumer l'entière responsabilité de la ligne de crédit de $40 000 qu'il a frauduleusement ouverte en votre nom. J'ai lu le jargon juridique dense. Et s'il refuse? Il m'a dit en face qu'il ne pouvait pas obtenir un refinancement à cause de son âge et de son crédit. Maître Duval sourit, un sourire aigu et prédateur qui me rendait heureux qu'il soit de mon côté. S'il refuse ou s'il prétend ne pas pouvoir obtenir de financement, nous déposerons une requête immédiate pour forcer la vente de la propriété afin de couvrir la dette. Mais plus important encore, la lettre stipule clairement que si votre nom n'est pas retiré de cette dette dans les 60 jours, nous remettrons l'enregistrement audio et le rapport médico-légal directement au procureur du comté et déposerons des accusations criminelles pour grand larcin. Vol d'identité et fraude successorale. Il ira en prison d'État. C'est aussi simple que cela. Mon père était un lâche classique. Il aimait intimider les gens qui avaient trop peur ou étaient trop gentils pour riposter. Mais face à un avocat spécialisé dans les litiges impitoyables et à la menace très réelle, très imminente d'une cellule de prison en béton, toute son arrogance bravache disparut du jour au lendemain. Il ne l'a pas combattu. Il ne m'a pas appelé pour discuter. Il n'a pas essayé d'envoyer ma mère ou oncle Marc pour négocier un traité de paix. Il savait que le jeu était terminé. J'ai appris plus tard par oncle Jean qu'Antoine avait dû vider le peu qui restait de ses propres comptes de retraite, supplier un prêteur privé à taux d'intérêt élevé dans la ville voisine. Et mettre son propre camion en garantie juste pour obtenir un prêt misérable et incroyablement cher afin de me racheter l'hypothèque. Il s'était piégé dans une prison financière qu'il s'était lui-même créée, juste pour éviter une vraie. 5 semaines plus tard, c'était un mardi après-midi glacial et nuageux de fin décembre. Je venais de terminer un quart de travail brutal de 12 heures à l'hôpital. Nous manquions de personnel aux urgences et je fonctionnais avec 4 heures de sommeil et du café de cafétéria rassis. Je suis sorti sur le parking des employés, mes bottes crissant sur l'asphalte glacé, enroulant fermement mon manteau autour de moi. Je me suis assis sur le siège conducteur de ma voiture et j'ai tourné la clé juste pour faire fonctionner le chauffage. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était une notification par email. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran. La ligne d'objet de la banque indiquait « Confirmation de mainlevée d'hypothèque, document officiel 6 juin ». Mes mains ont commencé à trembler. J'ai ouvert l'email. Était joint une lettre PDF formelle de l'institution prêteuse. Elle stipulait en texte clair, magnifique, noir et blanc que Gabriel Palmer était officiellement et légalement libéré de toute responsabilité concernant la propriété hypothéquée. Mon nom était parti. La dette de $40 000 d'équité était partie. La chaîne de 10 ans autour de mon cou avait finalement été brisée. J'ai laissé tomber le téléphone sur mes genoux. J'ai appuyé mon front contre le volant froid et je me suis complètement effondré. J'ai pleuré.
J'ai sangloté jusqu'à ce que ma poitrine me fasse physiquement mal. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était l'énorme, écrasante libération d'une décennie d'anxiété écrasante. 10 ans de réveil au milieu de la nuit à me demander si les paiements manqués de mon père allaient me laisser en faillite. 10 ans d'impression de me noyer dans l'océan tout en les gardant hors de l'eau. C'était enfin terminé. J'étais libre. Le mois suivant, les effets furent indéniables. Sans cette dette toxique massive qui tirait vers le bas mon ratio dette-revenu et sans le barrage constant de signalement de paiement en retard de mon père, mon score de crédit a augmenté de plus de 100 points. À l'hôpital, le service des ressources humaines a effectué son examen annuel des antécédents et des finances pour les promotions. Parce que ma vérification d'antécédents financiers est revenue complètement propre et excellente, j'ai été officiellement approuvé pour entrer dans la voie de la gestion. Mon patron, Dr Leclerc, m'a convoqué dans son bureau et m'a offert la promotion au poste d'infirmier-chef avec une augmentation de salaire massive. Ma vie, celle que j'avais mise en attente à 22 ans, commençait enfin vraiment. Tandis que je reconstruisais rapidement ma vie, le système judiciaire démantelait méthodiquement celle de mon père. Avec le véritable testament manuscrit soumis au tribunal, le juge des successions a immédiatement gelé tous les comptes bancaires et actifs restants d'Antoine. Le testament falsifié a été entièrement rejeté, et le juge a émis une réprimande cinglante au dossier concernant la fraude flagrante. La succession a été ordonnée d'être redistribuée exactement comme Papy Louis l'avait écrit de sa propre main, divisée également entre les 4 petits-enfants, moi-même, Thomas, Jules et notre cousine Mégane. Comme mon père avait déjà dépensé une grande partie de l'argent, le tribunal a agi agressivement pour récupérer les fonds volés. La Porsche 911 bien-aimée de Jules a été légalement saisie par le département du shérif du comté. J'ai appris par Thomas que Jules était littéralement resté dans l'allée et avait pleuré comme un enfant lorsque la dépanneuse a emporté son symbole de statut social. La voiture a été vendue aux enchères par le comté et le produit a été directement réintégré au fonds de fiducie de la succession. Mes parents ont été condamnés à rembourser les 45 000 $ qu'ils avaient utilisés pour la rénovation de leur cuisine de luxe, les forçant à contracter un autre prêt personnel paralysant. Ils étaient noyés dans des dettes à taux d'intérêt élevés, complètement isolés de toute la famille et vivaient dans une maison qu'ils pouvaient à peine se permettre de chauffer en hiver. Quand la poussière est retombée et que les avocats ont été payés, le reste de la succession a été divisé. Ce n'était pas une fortune après les frais de justice et l'argent perdu, mais c'était significatif. J'ai reçu un chèque certifié de 65 000 $. Ma cousine Mégane m'a appelé le jour où les chèques ont été encaissés. Elle pleurait hystériquement au téléphone. Gabriel, je ne sais même pas comment te remercier. Mon mari a été licencié le mois dernier. Nous étions à une semaine de perdre notre appartement. Cet argent, j'en mets une partie directement dans un fonds d'études pour ma fille, et le reste sauve notre maison. Tu nous as sauvés, Gabriel. J'ai souri, regardant par la fenêtre de mon appartement le profil de la ville. Ce n'était pas moi, Mégane, lui ai-je dit doucement. C'était Papy Louis. Il a pris soin de nous comme il l'a toujours voulu. Pendant des mois après ce dîner de Thanksgiving explosif, j'ai acheté ma propre maison. Ce n'était pas un immense manoir. C'était une modeste maison de plein pied de 3 chambres sur une rue tranquille et bordée d'arbres, à environ 10 minutes de l'hôpital. Elle avait un grand jardin et une large véranda. Mais c'était la mienne. Mon nom était le seul sur l'acte. Mon crédit impeccable a garanti le prêt avec un taux d'intérêt incroyablement bas. J'ai utilisé une partie de l'héritage de grand-père pour l'apport personnel, et j'ai gardé le reste investi en toute sécurité dans un fonds indiciel pour mon avenir. La première nuit dans la maison, je n'avais pas encore de meubles livrés. Je me suis assis directement sur le parquet du salon, mangeant une part de pizza au pepperoni dans une boîte en carton. J'ai sorti un marteau et un clou de mon sac de sport. Je me suis dirigé vers le centre du mur du salon, juste au-dessus de la cheminée. J'ai enfoncé le clou et j'ai accroché une photographie encadrée. C'était une photo de Papy Louis tenant une énorme perche qu'il avait pêchée au lac, souriant de toutes ses dents, l'air si fier et plein de vie. J'ai reculé, croisé les bras, et je l'ai regardé. Nous l'avons fait, Papy, dis-je doucement à la pièce vide. Le lendemain matin, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence, le mettant sur haut-parleur. Gabriel, c'était ma mère, Sylvie. Sa voix semblait mince, fragile et incroyablement fatiguée. Elle manquait de tout le drame théâtral qu'elle employait habituellement. « Qu'est-ce que tu veux,
Maman, ai-je demandé, gardant ma voix complètement neutre. Je voulais juste savoir comment tu allais, balbutia-t-elle, l'air nerveux. Tante Claire m'a dit que tu avais acheté une maison. Félicitations. Ton père et moi avions des difficultés, Gabriel. Les factures juridiques s'accumulent. Jules a dû déménager parce que nous ne pouvons plus nous permettre ces dépenses. Il dort sur le canapé d'un ami. Tu nous manques. Nous voulons nous excuser pour la façon dont les choses ont dégénéré. Nous voulons redevenir une famille. Je me tenais dans la cuisine lumineuse et ensoleillée de ma nouvelle maison. J'ai regardé autour de l'espace propre et vide. J'ai pensé aux 10 ans de manipulation financière. J'ai pensé aux fausses convocations au tribunal qu'il m'avait jetées au visage. J'ai pensé à l'enregistrement secret où elle avait activement conspiré pour ruiner ma réputation professionnelle et personnelle juste pour protéger un héritage volé. Je te pardonne, maman, dis-je, et je le pensais vraiment. S'accrocher à la colère brûlante ne faisait qu'empoisonner mon propre cœur. Mais le pardon ne signifie pas l'accès. Toi et papa avez fait vos choix. Vous avez choisi l'argent plutôt que votre propre fils. Vous avez choisi un mensonge vicieux plutôt que la vérité. Je vous souhaite le meilleur, mais je ne ferai plus ça. Je ne suis pas votre filet de sécurité. N'appelez plus ce numéro. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse commencer à pleurer. J'ai immédiatement bloqué le numéro. J'ai tracé la ligne de démarcation avec un marqueur épais et permanent, et je l'ai franchi pour entrer dans ma nouvelle vie sans regarder en arrière. C'était un dimanche après-midi chaud de la fin du printemps, environ un an après que la poussière fut retombée. J'étais assis sur la large véranda en bois de la ferme d'oncle Jean, buvant un verre de thé glacé froid et sucré, le champ s'étirant vert et vibrant sous le grand ciel bleu, le vent bruissant dans les hautes herbes. « Tu as bonne mine, mon garçon, dit Jean, interrompant sa sculpture pour me jeter un coup d'œil. Tu as l'air plus léger, comme si tu avais laissé tomber 50 kilos de rochers de ton dos. Je me sens plus léger, oncle Jean, ai-je admis, prenant une longue gorgée du thé froid. J'ai tendu la main dans la poche de ma chemise et j'ai sorti une vieille photographie légèrement passée. C'était l'un des objets que j'avais trouvé tout au fond de la boîte à chaussures que Jean m'avait donnée il y a tous ces mois. C'était une photo de moi quand j'avais peut-être 5 ans, assis haut sur les épaules de Papy Louis. Nous rions tous les deux à la caméra, complètement insouciants, baignés de soleil d'été. J'ai retourné la photo. Au dos, écrit de la main distinctive, tremblante et magnifique de Papy, se trouvaient 3 mots simples, mon garçon Gabriel. Pendant si longtemps, j'ai cru qu'être un bon fils signifiait endurer la douleur. J'ai cru que la famille signifiait une loyauté inconditionnelle. Même lorsque cette loyauté même était utilisée contre moi pour détruire mon avenir, j'ai laissé mes parents utiliser mon amour et mon sens du devoir comme monnaie pour financer leur propre égoïsme. J'avais l'habitude de penser que j'étais juste une victime des circonstances. Mais assis sur cette véranda paisible, regardant l'écriture de mon grand-père, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement important. Je n'ai pas gagné une guerre. On ne gagne jamais vraiment une guerre contre son propre sang. Il y a toujours d'énormes dommages collatéraux. Il reste toujours de profondes cicatrices. Je n'ai pas gagné une guerre contre mes parents. J'ai juste cessé d'être une victime. J'ai réalisé que poser une limite ferme n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de survie absolue. On ne peut pas s'immoler pour garder quelqu'un d'autre au chaud, surtout quand ce sont eux qui tiennent l'allumette et se plaignent de la fumée. Papy Louis le savait. Il connaissait l'obscurité et l'avidité à l'intérieur de son propre fils. Et il m'a laissé les outils pour le combattre. Il m'a laissé son amour. Et il m'a laissé la vérité indéniable. Et à la fin, la vérité était la seule arme dont j'avais besoin.